actualité. Bienvenue midi, le grand journal. À la une, 43 cas de rougeole enregistrés au Sénégal depuis le début de l'année. Les autorités sanitaires rassurent la population. La chaîne de transmission a été rompue. La vaccination de routine reste le moyen le plus sûr pour se protéger et se prévenir donc de la rougeole. Le 13 mars prochain, la date butoir pour la fin de l'immatriculation des deux roues. Les concernés qui évoquent plusieurs couacs et des lenteurs dans le traitement des dossiers demandent une rallonge de 3 mois. C'est le mini-dossier de ce midi. Dans ce journal également, nous nous intéressons aux deux premières dames et leurs actions sur le terrain. Marie-Khone Faye et Absa Faye se sont faites remarquer sur le terrain ces derniers jours. Nous nous intéressons surtout au statut d'une première dame au Sénégal. Comment encadrer leurs actions pour éviter qu'elles ne marchent sur les pas de leurs prédécesseurs? Élément de réponse. Le carême 2025, top départ aujourd'hui avec le mercredi des cendres, un jour de pénitence au lendemain du mardi gras. Les fidèles chrétiens vont recevoir du cendre sur le front en signe de fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance et en la miséricorde de Dieu. À suivre les explications de l'abbé Alphonse Biramdour. Fama Dione sera avec nous dans ce grand journal pour les actualités internationales. Malal Diane Junior pour le sport et Mohamed Ali Mouba pour une lecture de la presse du jour. Point de vue. En fin de journal, nous allons débattre de la campagne de commercialisation de l'arachide, 3 mois après le lancement des opérations. Bienvenue à tous, Abdoulaye Diop est à la technique de ce grand journal. D'abord, nous parlons de l'immatriculation des deux roues. La campagne prend fin le 13 mars prochain. Plus que quelques jours donc pour les retardataires, mais les concernés demandent une rallonge de 3 mois. Plusieurs couacs ont été notés, surtout dans les régions. Ajoutez à cela les lenteurs dans le traitement des dossiers. Boubacar Dian. D'emblée, le président du le réseau sénégalais des organisations d'usagers des deux roues, dit constater des lenteurs. Mamadou Ndiaye est par ailleurs le président de la Fédération nationale. Le président de la République avait donné des instructions depuis le début et les délais ça reste 10 jours. Donc on n'a même pas pu recenser au moins 150 000 ou bien 200 000 parce que nous sommes aux environs de 90 000 au niveau national et que nous sommes presque au nombre de 600 et 700 000 motos au niveau national. Tout ce que nous déplorons, c'est la lenteur des activités. Parce qu'actuellement, je suis là à Richard Toll, dans le département de Dagana. Depuis lors, ils sont en train de retarder. Et je ne sais pas pourquoi ils ont retardé les instructions du chef de l'État et les instructions de notre Premier ministre. Des lenteurs, il y en a. Des couacs aussi, de l'avis de Ansoumana Badji. Il est le président de l'Union nationale des associations de mototaxis du Sénégal. À Diourbel, on nous a aussi remonté qu'il y a aussi beaucoup de problèmes à Diourbel. Parce que beaucoup de gens qui ont eu à déposer leurs papiers se sont vus rejetés il y a pratiquement 2 ou 3 jours de cela. Donc on ne sait pas pourquoi il y a eu des rejets. J'ai reçu l'information en est que pratiquement plus de 50% des dossiers qu'ils ont déposés ont été rejetés. Au niveau de Kaolack, le président m'a remonté qu'il y a pratiquement plus de 50% des jeunes qui sont fait enrôler. Fort de ce constat, Ansoumana Badji et Mamadou Ndiaye sollicitent du gouvernement un temps additionnel. Ils sont respectivement présidents du Résoudre et de la MTS. Les gens veulent faire immatriculer leur moto, mais le délai vraiment est trop court. D'où l'importance de demander encore, de formuler une demande solennelle à notre Premier ministre, M. Ousmane Sonko, de faire un rallongement encore de 3 mois si possible. Par rapport à ça aussi, nous demandons à l'État du Sénégal que ces techniciens soient pratiques, soient présents et réactifs par rapport à cette demande. Sinon, on va retarder aussi la mutation au niveau national. La campagne d'immatriculation des motos prend fin ce 13 mars. Le ministre des Transports terrestre Yankoba Diémé avait averti les conducteurs de deux roues qu'aucune exception ne serait faite une fois le délai de 3 mois écoulé. Boubacar Dian, midi 5 minutes, santé à présent, 43 cas de rougeole répertoriés depuis le début de l'année 2025 d'après le bulletin épidémiologique hebdomadaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Cette situation signifie-t-elle qu'il y a un grand risque au Sénégal? Non, selon la direction de la prévention qui explique que la chaîne de transmission a été rompue et qu'il n'y a pas de risque d'épidémie. Au Sénégal, la vaccination de routine reste un moyen sûr de protection et de prévention, nous dit Awambaye. Awambaye, donc, d'un moment à l'autre sur ces cas de rougeole répertoriés au Sénégal depuis le début de l'année 2025, 43 au total, selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire du ministère
de la santé et de l'action sociale. Cette situation ne signifie pas qu'il y a un risque, selon la direction de la santé, direction de la prévention, qui explique que la chaîne de transmission a été rompue. Awambaye. Les 43 cas de rougeole enregistrés depuis le début de l'année sont considérés comme des cas hors cible, c'est-à-dire ils ne sont pas pris en charge par la vaccination de routine. Le docteur Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, précise que la chaîne de transmission est rompue, donc il n'y a pas de risque d'épidémie. Les personnes qui ont la rougeole, ce sont le plus souvent des non-vaccinés qui ont échappé à la routine et à la campagne, mais également qui sont parfois hors cible. Et plus de 15 ans ne sont pas partie de la cible. Donc ce sont ces personnes qui sont actuellement en train de faire la rougeole. Et qu'avec la campagne que nous venons de mener, la chaîne de transmission est coupée. Même si une personne fait la rougeole, elle ne pourra pas la transmettre dans son entourage immédiat. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Le Sénégal dispose d'un programme élargi de vaccination qui inclut la rougeole. Le pays a donc un dispositif qui lui permet de lutter efficacement contre cette maladie, d'après le docteur Mamadou Ndiaye. Donc, c'est l'importance de se faire vacciner et de poursuivre la vaccination dans la routine. La recommandation est que les personnes aient au moins 2 doses, avoir 2 doses de vaccin anti-rougeole. C'est ce qui est préconisé. La dernière campagne de rattrapage de vaccination contre la rougeole date de décembre 2024. Elle avait même élargi la cible jusqu'aux enfants âgés de 14 ans. Selon l'OMS, la rougeole est l'une des maladies les plus contagieuses au monde. Elle est une menace redoutable, particulièrement pour les enfants non vaccinés. RFM, la radio de toute l'actualité. Renforcer la résilience des systèmes agricoles pour améliorer la production alimentaire au Sénégal, c'est l'objectif visé à travers un projet sur la sécurité alimentaire. Le lancement du projet a eu lieu à Tambacounda en présence des acteurs du secteur agricole et des partenaires au développement. Près de 50 000 producteurs vont être formés dans le cadre du projet piloté par Bassirou Sarr, que nous écoutons d'ailleurs au micro d'RFM Tambacounda de Papousseinou Diallo. C'est un projet qui vise à renforcer la sécurité alimentaire sur 5 leviers. Le premier levier, c'est tout ce qui est facteur de production. Et sur ce point, la disponibilité des semences qui joue un rôle important. Le projet va appuyer non seulement la structuration, depuis les semences pré-bases qui sont produites par l'ISRA, jusqu'à la disponibilité des semences au niveau du producteur. Va appuyer aussi tout ce qui est entreprise privée qui intervient dans ces semences, mais aussi les organisations de producteurs qui sont spécialisés dans la production. Le levier 2, c'est tout ce qui est production et productivité, mais surtout à travers l'appui de l'agroécologique. Sur ce point, il va appuyer tout ce qui est maîtrise des bonnes pratiques agricoles, tout ce qui est gestion intégrée de la fertilité des sols et gestion durable des terres, mais aussi appuyer les interconnexions entre les organisations de producteurs et les entreprises de transformation et autres acheteurs. Le projet va appuyer aussi le segment transformation en appuyant plus de 110 entreprises agroalimentaires à améliorer leur production, à améliorer leur hygiène, mais aussi à mieux gérer ce qu'ils font sur le plan administratif, mais aussi sur le plan financier, à avoir accès à des marchés par l'obtention de certains outils comme le code-barre, comme le FRA. Quatrième levier, c'est tout ce qui touche les engrais organiques en les structurant d'abord. On sait que c'est une filière importante mais qui n'est pas bien structurée. Le projet va appuyer comment, en tout cas, améliorer la structuration de cette filière en appuyant aussi la production pour rendre disponible la valorisation des déchets des abattoirs, entre autres outils sur lesquels le projet va se baser. Et le cinquième levier, c'est vraiment la gouvernance des chaînes de valeur qui ont été citées. À savoir que les chaînes de valeur accompagnées, c'est le céréales, le mil, le maïs, le riz pluvial et le niébé. Fass Boye et Darou Khoudoss, production record de pommes de terre et d'oignons. Les marchés sont bien approvisionnés et les prix ont même baissé. Le directeur général de l'ARM, en tournée dans cette zone des Niayes, rassure les consommateurs en cette période de Ramadan et de Carême. Cheikh Anta Diop. Nous nous sommes rendus à Fass Boye, Darou Khoudoss. Dans ces zones, les produits horticoles inondent les marchés. Mais les maraîchers, vendeurs de légumes, sont confrontés à de réelles difficultés. Modou Gueye Thioune, producteur de pommes de terre à Fass Boye. Regardez bien ce qui se passe ici à Fass Boye. Sur des centaines d'hectares, nous avons cultivé de la pomme de terre. Il y a abondamment de légumes à Fass Boye. Les femmes Bana sont très inquiètes. Mais nous, Bana, nous sommes obligés de vendre nos pommes de terre à bas prix. Le directeur général de l'ARM, Babacar Sembène, a profité de cette rencontre avec les producteurs pour réguler le marché.
message que nous lançons à tous les acteurs, que ce soit les producteurs, les banabana, les commerçants, pour véritablement permettre de sorte que les agriculteurs aussi puissent vivre de leur production, tout en garantissant quand même le pouvoir d'achat des consommateurs. Alain Ndiaye, le président des producteurs d'oignons, se montre optimiste par rapport à la construction de nouvelles chambres froides dans la zone des Niayes. Une tournée avec le directeur général de l'ARM, agence de régulation des marchés. En tout cas, on est sur la bonne voie. Nous avons visité les chambres froides à Fass Boye, construites par l'ARM, de même que dans Khoudoss. En cette période de Ramadan, le marché est correctement approvisionné en oignons, pommes de terre, en légumes, au grand bonheur des consommateurs. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Bonkonto, c'est une localité très enclavée perdue dans le département de Vélingara. Les habitants réclament des routes et autres infrastructures, des doléances qui viennent s'ajouter à l'insécurité dans la zone. Abdoulaye Diallo. Situé à quelques encablures de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, les habitants de la commune de Bonkonto dans le département de Vélingara rencontrent d'énormes difficultés relatives à l'enclavement. La réalisation de la piste Biarou-Bonkonto-Medina Pakan et des pistes de l'intérieur de Bonkonto sont parmi leurs doléances. Ibrahim Diao, maire de la commune de Bonkonto, nous en dit plus. La route Biarou-Bonkonto-Medina Pakan. À ce projet de construction de la route, nous avons d'autres projets additionnels, construction de murs de clôture autour des écoles qui longent la route et des pistes à l'intérieur. Alors là, cette route, franchement, c'est notre problème principal. Parce qu'aujourd'hui, sans cette route, ce sera très compliqué pour qu'on puisse véritablement sortir dans le cadre de l'électrification à 7 villages électrifiés sur les 37. La sécurité des personnes et de leurs biens dans leur circonscription les préoccupe également. On est au cœur du département, mais on devient les gens les plus enclavés sur le plan des infrastructures routières, mais aussi même sur le plan de la sécurité. Aujourd'hui, les bandits de la périphérie, là, tout le monde vient se retrancher ici pour qu'on ait un petit détachement ici, pour qu'on puisse dissuader les gens, parce que nous sommes à 30 km de Vélingara, à 30 km de Kalefour, à 30 km de Manda, à 30 km de Djaoubé. Alors, un problème qui se passe ici, pour saisir la gendarmerie, c'est assez compliqué. En attendant que l'État n'intervienne dans cette partie du pays, la municipalité de la dite commune n'est pas restée les bras croisés. Elle a entrepris plusieurs projets de développement dans la commune de Bonkonto et ses environnants. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Et puis je vous l'annonçais en titre, nous nous intéressons dans ce journal aux deux premières dames et leurs actions sur le terrain. Marie-Juan Faye et Absa Faye se sont fait remarquer donc sur le terrain ces derniers jours. Vous l'avez certainement constaté. Nous nous intéressons surtout au statut d'une première dame au Sénégal. Comment encadrer leurs actions pour éviter qu'elles ne marchent sur les pas de leurs prédécesseurs. Mohamed Ali Mouba. Les premières dames n'ont pas de statut formel effacé jusqu'à l'avènement de Abdoulaye Wade. C'est Madame Viviane Vert qui a révolutionné l'image des First Lady. Abdou Fouta Yahomba, inspecteur du travail à la retraite. En dehors d'être l'époux du chef de l'État, il n'y a pas de statut formel. Si mes souvenirs sont bons, c'est à partir de l'avènement d'Abdoulaye Wade à la magistrature suprême qu'on commence à parler de première dame ou de Abdou Diouf. En tout cas, moi, sous Senghor, j'entendais pas parler évidemment de première dame, même si on sait que l'épouse du président Senghor comme celle du président Abdou Diouf était tellement effacée qu'on ne parlait presque jamais. D'ailleurs, on se souvient de la première fois où Madame Diouf, Elisabeth, a eu à parler et on l'a montré à la télé, c'était lors d'une rencontre internationale. Le lendemain, tous les journaux avaient mis ça à la une parce que c'était vraiment un événement inédit. L'implication de Mme Wade dans la vie publique et surtout sociale peut amener cette appellation qui nous vient certainement des États-Unis où il y a First Lady. D'autant plus qu'il me semble que cette appellation ne convient même pas à notre culture où la polygamie prévaut. Statut importé, mais elles évoluent la plupart du temps dans le dos de leur époux, dans l'humanitaire généralement. Mariam Faisal, Viviane Vert, les plus en vue. Sous l'ère Diomaye, ce sont deux épouses qui jouent le rôle de première dame. Mais qui est la première? Dans un contexte de polygamie comme actuellement au Sénégal, dans nos traditions ancestrales, ça c'est la première qui est la AO qui doit être la première dame. Parce que la AO joue éminemment important dans nos us et coutumes, surtout au Kadior, où la AO avait un rôle éminemment social, mais surtout politique. Donc,
On peut dire que si on devait choisir parmi les deux, c'est la AO qui serait la première dame. D'autant plus que quel que soit X, s'il y a un événement familial, toujours on dit, la deuxième dit, moi, ils sont comme nous le digital, en Wolof, autrement dit, c'est elle la première. Donc, la priorité lui revient. Conséquent, dans un contexte sénégalais, on peut penser que la première, qui est la première dame. En l'absence de statut formel, difficile de dire qui est la First Lady. Toujours est-il que les deux commencent à faire leur premier pas sur l'espace public. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Début du carême aujourd'hui, mercredi des cendres, c'est donc parti pour 40 jours de prière et de pénitence. Reportage à l'école Immaculée de Rufisque où les élèves, le corps enseignant et quelques fidèles se sont rassemblés pour recevoir du cendre, un moment de recueillement, symbole d'humilité et de renouveau spirituel. Abdou Diouf Diagne. Ce matin, une atmosphère de recueillement et de ferveur régnait dans l'enceinte de l'école Immaculée de Rufisque, où élèves, enseignants et membres du personnel se sont réunis pour célébrer le mercredi des cendres. Dès 8 heures, les élèves en uniforme ont pris place dans la cour de l'école, transformée pour l'occasion en un véritable lieu de culte. Joseph Théophile Ndiaye, élève, parle d'un moment fort. Cela me fait une joie dans mon cœur et de bonheur. Quand ce sera le jour de carême, il faudra aussi prier, jeûner et partager. C'est très important. La croix de cendre sur le front, Marie-Thérèse Bia rappelle le sens de cette journée. C'est pour me rappeler que je suis poussière. C'est un rappel à l'ordre pour moi, pour que je sache que je dois vivre l'humilité, la prière, l'amour pour mes frères. Pierre-Justin Latiringaï, présent sur les lieux, plaide pour l'élargissement de l'initiative au niveau des lieux de privation de liberté. Également leur montrer que nous les aimons, parce que notre Seigneur Jésus nous invite à visiter ceux qui sont en prison, de visiter les malades. Donc c'est la raison pour laquelle j'étais venu pour voir le curé à la fin de cette messe, s'il peut passer au niveau de la prison et donner les cendres également à toutes ces détenus qui sont au niveau de la maison d'arrêt de correction de Rufisque. En clôture à la célébration, la chorale a entonné un dernier chant avant que les élèves ne rejoignent leur classe remplie d'une nouvelle énergie spirituelle pour entamer ces 4 jours de carême. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, merci. Les 40 jours de jeûne doivent être pour le chrétien une période de pénitence, de pardon et de partage, rappelle l'abbé Alphonse Biramdour. Il est le curé de la paroisse Saint-Charles-Borromée de Gorée. Le carême commence avec l'entrée dans ce temps de jeûne, de pénitence, de conversion, de prière, à travers l'imposition des cendres, qui se trouve être le mercredi des cendres, qui, dans une ancienne pratique, depuis l'Ancien Testament pratiquement, manifestait cette humilité et cette contrition qui faisait que même quand on se sentait pécheur, que ce soit pour les rois, que ce soit pour les plus petits, on se couvrait de cendres ou on s'asseyait sur la cendre. Et la signification des cendres, évidemment, manifeste la finitude de l'homme, la fragilité de la vie, davantage par les propos que l'on dit quand on impose les cendres. Souvenez-vous que vous êtes poussière et que vous retournez à la poussière. L'autre propos qui est dit aussi est convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce sont ces propos, ces formules qui accompagnent l'imposition des cendres pour manifester justement le temps dans lequel nous nous engageons, mais aussi pour être conscients de la finitude de la vie. C'est 40 jours pendant lesquels nous devons jeûner, prier, se convertir, changer de comportement et surtout, monter vers Pâques dans la grande jubilation de la résurrection. L'abbé Alphonse Biramdour, donc le curé de la paroisse Saint-Charles-Borromée de Gorée, Saint-Anne Carême à toute la communauté chrétienne, mais également Ramadan Moubarak à nos frères musulmans. RFM. L'actualité internationale. Fama John, bonjour. Bonjour Barthélemy. John Dramani Mahamad à Abidjan ce mercredi. Le président du Ghana est en visite d'État et d'amitié en Côte d'Ivoire, le cacao, la CEDEAO et des sujets qui seront abordés durant cette visite. Soda Cham.
Le successeur de Nana Akufo-Addo est arrivé ce mercredi à Abidjan pour discuter de la politique sous-régionale et des enjeux économiques entre les deux pays. John Dramani Mahama et Alassane Ouattara auront un tête-à-tête suivi d'un point de presse au palais présidentiel. Le chef de l'État ghanéen espère relancer plusieurs dossiers bilatéraux, dont la lutte contre la criminalité et les attaques terroristes à leurs frontières communes. Les deux leaders partagent la préoccupation d'augmenter la rémunération des producteurs de cacao. Un échange de bonnes pratiques est prévu, notamment dans le domaine de la recherche, afin d'améliorer la qualité et le rendement des récoltes. En 2016, la Côte d'Ivoire avait dit sa gratitude au peuple frère ghanéen pour l'hospitalité en faveur des Ivoiriens au lendemain de la crise post-électorale de 2010-2011. Ces réfugiés avaient été estimés à l'époque à 11 000 personnes. Au Mali, Fama, gel prolongé des avoirs de 6 djihadistes. Bamako intensifie ses mesures contre les groupes djihadistes et rebelles. Hier, le ministre malien de l'économie et des finances a signé un arrêté prorogeant de 6 mois le gel des biens et ressources économiques de plusieurs figures clés de l'insurrection armée. Cette décision s'inscrit dans un dispositif visant à démanteler les structures de financement des groupes opérant sur le territoire malien. L'arrêté ministériel cible également d'autres figures majeures, Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina, ainsi que 4 leaders du Front de libération de l'Azawad. Les autorités maliennes justifient ces sanctions par des accusations de terrorisme, financement du terrorisme, détention illégale d'armes, atteinte à l'unité nationale et association de malfaiteurs. Au Maroc maintenant, l'intensification des liens entre Paris et Rabat continue de se dessiner avec la prochaine visite de Gérald Darmanin, ministre français de la Justice au Maroc cette semaine. Cette mission s'inscrit dans la continuité des récentes visites de personnalités françaises telles qu'Emmanuel Macron, le président français, et Rachida Dati, la ministre de la Culture. Depuis que la France a officiellement reconnu la marocanité du Sahara, les relations entre les deux nations se sont considérablement améliorées. Cette reconnaissance a permis à la France de réaffirmer son soutien au Maroc concernant la souveraineté sur son Sahara. En témoignage de cette coopération, la France a annoncé lors de la visite à Laayoune à la fin février qu'un consulat français serait bientôt ouvert dans cette région. Barthélemy. Cette affirmation de Donald Trump, il déclare que Zelensky veut bien la paix. Il l'a dit hier soir lors d'un discours devant le Congrès américain. Donald Trump a dit avoir reçu une lettre de Volodymyr Zelensky faisant amende honorable. Je cite ses propos. La lettre dit que l'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher d'une paix durable, a rapporté donc le président américain. La réunion de vendredi dernier à la Maison-Blanche, qui devait permettre la signature d'un accord sur les minerais ukrainiens, ne s'est pas déroulée comme prévu, déclare Donald Trump. Il est regrettable que les choses se soient passées ainsi. Il est temps d'arranger les choses, déclare encore le président américain Barthélemy. Merci beaucoup, Fama John. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. D'un point de vue, nous allons débattre de la campagne de commercialisation de l'arachide 3 mois après le lancement des opérations. Rendez-vous tout à l'heure donc avec Cheikh Tidiane Cissé, le président de l'association des producteurs du bassin arachidier, et Martar Sall, journaliste spécialiste des questions agricoles. RFM Sport. Malal Diane Junior, bonjour, bienvenue. Bonjour Barthélemy, merci beaucoup. Réforme du Navetan après la rencontre au Grand Théâtre, la base se prononce. La base se prononce et c'est à Tambacounda que nous nous sommes rendus pour prendre le pouls des acteurs du Navetan dans cette partie du Sénégal avec ces 12 mesures annoncées hier après les assises du Navetan sous la supervision du ministre des Sports, Mme Khady Diène Gaye à Tamba. Les réactions sont diverses, mais l'on est tous d'accord sur l'urgence de réorganiser et de remodeler la pratique du Navetan au Sénégal. Pape Ousseynou Diallo.
La réforme des navétanes est bien appréciée dans la région de Tambacounda. Le secrétaire administratif de l'ODCAV de Goudiri se dit reconforté par les recommandations issues des concertations Douga Sissoko. La réforme des navétanes, moi je suis pour, parce qu'il faut qu'on organise bien le mouvement navétane, parce qu'on note que des violences dans les stades. Tu ne sais pas à qui s'adresser directement pour mettre fin à ce phénomène. Je salue cette initiative et puis l'apprécie. Et puis j'encourage aussi les initiateurs. Aliou Diara de Koupentoum approuve cette initiative et souligne que la maîtrise du calendrier des compétitions est une nécessité. La réforme du mouvement de navétane, donc pour moi, je dirais dans un premier temps qu'on se focalise trop sur le sport, le football. C'est pas ça tout simplement le navétane. Il y a la culture, les théâtres, les set-setals et d'autres choses qui doivent se passer au moment des navétanes. On l'oublie, on se focalise tout simplement sur le football et c'est pas ça les navétanes. Lamine Ba de l'ODCAV de Tambacounda approuve cette initiative. Selon lui, le mouvement navétane devrait être plus que jamais un excellent levier. Personnellement, je vois que ces réformes viennent à son heure. Du moment où il y a trop de violence dans nos stades, il faut essayer de tout faire pour essayer de vaincre cette violence-là dans nos stades, puisqu'elles n'ont pas leur place. Puis essayer aussi de voir comment faire pour gérer les navétanes pendant ces périodes de vacances, puisqu'ils ont tendance vraiment à déborder. Le mouvement navétane, à la base, c'était conçu juste pour occuper nos jeunes, n'est-ce pas, pendant les périodes de vacances. Mais on voit que ce n'est plus le cas. Je pense que Madame le ministre a bien fait de convoquer tous les acteurs qui gravitent autour de ce mouvement-là. Je pense que c'est une bonne chose également d'essayer d'unifier ces deux organismes. Plusieurs recommandations ont été édictées: circonscrire les navétanes durant la période des vacances citoyennes et engager le mouvement navétane à orienter aussi son activité en direction du civisme et de la citoyenneté. Tambacounda, Papoussounou Diallo, Radio Futur Média. Coupe de la Ligue, on joue la 3e journée avec ces rencontres prévues aujourd'hui. Avec Saloum qui joue contre le Casa Sport, le Stade de Mbour défie Sonacos, Diamono Fatick est à Bombay pour défier l'AS Bombay. Choc entre équipe d'académie de football. Djambar qui reçoit Génération Foot. Walidan face à la Linguère de Saint-Louis. Duc contre l'Union Sportive de Wakam. HLM Dakar contre Guédiawaye Football Club. Oslo joue contre l'US Gorée. Ligue des Champions, suite des 8e de finale aller ce soir. Avec cette affiche phare attendue par les amoureux du foot, le Paris Saint-Germain qui reçoit l'équipe de Liverpool. Cheikh Tidiane Diagne s'est intéressé à cette rencontre. En difficulté lors de la phase de Ligue avec une 15e place, le Paris Saint-Germain a retrouvé son éclat depuis sa victoire face à Manchester City 4-2 en janvier dernier. Après avoir écrasé Brest en barrage 0-3, 7-0, Paris a poursuivi sa série avec une qualification en demi-finale de Coupe de France et un large succès contre Lille 4-1, portant sa série à 10 victoires consécutives avant d'affronter Liverpool ce soir. De son côté, les Reds ont survolé la phase de groupe de Ligue des Champions avec 7 victoires dominant notamment AC Milan 1-3, Leverkusen 4-0 et le Real Madrid 2-0. Toujours en tête de Première Ligue, après des succès face à Manchester City et Newcastle, Liverpool apparaît comme un prétendant sérieux à la Ligue des Champions sous son nouvel entraîneur, Arne Slot. Le Paris Saint-Germain, pour le match de ce soir, est au complet face à Liverpool. L'attaque parisienne, portée par Ousmane Dembélé en feu, 21 buts en 16 matchs, pourrait être complétée par Bradley Barcola, Kvaratskhelia, la nouvelle recrue, et Désiré Doué en grande forme. Côté Reds, Mohamed Salah, l'Égyptien auteur de 30 buts cette saison, sera le fer de lance d'une équipe solide malgré quelques absences. Avec deux des meilleures attaques d'Europe et des joueurs en pleine confiance, ce match allait promet un festival offensif et un duel spectaculaire. C'est à 20h. Également noter les autres rencontres. Bayern Munich face à Leverkusen, Barcelone qui défie Benfica. C'est donc les matchs prévus ce soir. Également l'Inter qui est en déplacement pour défier le Feyenoord de Rotterdam. Barthélémy. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. Electronic Corp et Beko vous offrent votre revue de presse. La presse de ce mercredi, lecture, commentaire, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Bientôt la fin des subventions à l'énergie. Une réduction drastique dès cette année, informe le journal Les Échos. Le porte-parole du gouvernement, qui semble être au four et au moulin ces derniers temps, dit que les subventions seront contenues à 2% du PIB cette année. La grande conséquence, et on l'imagine, c'est la forte hausse des prix, l'électricité, le gaz, le transport, tous les autres coûts assimilés. Pendant ce temps, là pointe la
La grande désillusion d'Aléniaï, le journal qui s'est rendu sur place, note que la campagne horticole peine à prendre. Dans l'incapacité d'écouler le récolte, les travailleurs sont dans l'expectative, le marché complètement saturé de produits maraîchers. Réveil brutal au SNEPS des Thiès. Qu'est-ce qui se passe? Le journal Le Témoin constate qu'en début de semaine, des travailleurs ont été informés de leur licenciement par le ministère des Sports. Certains d'entre eux, après plus de 20 ans de service, ont vu leur carrière s'arrêter brutalement. Le secteur des BTP traverse sa plus grande crise. Les travailleurs de l'informel liés au BTP durement touchés aussi. Pendant ce temps, Khalifa Sall, lui, critique la gouvernance du régime, le 2 poids 2 mesures qu'il constate face aux lenteurs dans le dossier de l'incendie du siège de Taha au Sénégal. Khalifa sort du bois et renouvelle sa plainte, histoire de mettre le procureur de la République devant le fait accompli. Note sur ça. Le Jubanti, Tang, Khalifa Sall relance du coup la justice, note le quotidien. Dans le journal Info, il sache carrément le régime en place. Il s'insurge contre l'emprisonnement d'Hassan Diouf aussi. Hier, il était en première ligne pour défendre la démocratie et les libertés aux côtés de ceux qui aujourd'hui le mettent en prison. Son seul tort, oser penser librement. Affaire Farbangom, la famille s'inquiète. Le journal Direct News note que ses proches s'inquiètent pour sa santé. Les avocats ont un dossier médical. Ils attendent toujours le juge. Le dossier de la Cour des comptes à présent et cette sortie très attendue des inspecteurs du Trésor. Le journal là se pointe que ces inspecteurs ne veulent pas être l'agneau du sacrifice dans cette affaire. L'Obs a donné la parole au secrétaire général qui dit « Nous comprenons les difficultés financières du gouvernement, mais il n'est pas envisageable qu'il soit sacrifié. » Fin de citation. En première page de enquête, l'identité des victimes des manifestations 2021-2024, le portrait des disparus, cartographie. Sénégal fait état de 65 victimes identifiées lors des manifestations, alors que l'État parle de 79 à 81 morts. Sont dénombrés par le collectif citoyen 51 décès par balle, 2 par torture, 11 par d'autres causes. Juin-août 2023 reste la période la plus sombre, la plus meurtrière, avec 42 morts enregistrés en tout. Le journal Source se pose la question suivante: à quel nombre se fier finalement? En première page du journal Le Quotidien, fuite de gaz sur la plateforme de GTA, inquiétude sans fond en Mauritanie. Les acteurs de la mer, les ONG et l'État mauritanien en alerte maximale. Le journal Le Soleil fait focus sur la culture du blé au nord du pays, la promesse des épis. En 2023, le Sénégal a importé 800 000 tonnes pour un coût de 380 millions de dollars, soit 185 milliards de francs CFA. Dans la vallée du fleuve Sénégal, des variétés de blé homologuées par l'ISRA sont expérimentées dans des champs écoles. Note encore la publication. On termine par ce viol qui a été donc jugé à la chambre criminelle de Dakar. Cheikh Fall, 24 ans, accusé d'avoir violé Djouma Diouf, la femme de son père. Il retourne l'accusation et reproche à sa belle-mère de l'avoir dépucelé. Le journal pointe l'attitude du procureur qui semble être dépassé par cette incroyable histoire. À lire en page intérieure de l'Observateur. Bonne nuit à tous. Electronic Corp et Beko vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Merci Mohamed Ali Mouba. Nous en venons maintenant à la rubrique Point de vue, débat sur la campagne de commercialisation de l'arachide de 3 mois après le lancement des opérations. Pour en parler, nous sommes avec Cheikh Tidiane Cissé. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Merci, vous êtes le président de l'Association des producteurs du bassin arachidier. Notre deuxième intervenant, Mokhtar Sall. Monsieur Sall, bonjour. Bonjour Barthélémy. Journaliste spécialiste des questions agricoles, a précisé tout de suite que nous avons essayé d'avoir le ministère de l'Agriculture ou même la Sonacos, mais toutes nos tentatives donc sont restées vaines. Alors, pour parler donc de la campagne de commercialisation de l'arachide, d'abord la parole à Cheikh Tidiane Cissé, le président de l'Association des producteurs du bassin arachidier. Monsieur Cissé, la campagne a été lancée depuis le 5 décembre dernier. Aujourd'hui, 5 mars, cela fait 3 mois depuis donc le début des opérations. D'abord, un bilan à mi-parcours. Qu'est-ce que vous avez remarqué, constaté sur le terrain?
Écoutez, moi je pense que M. Barthélémy, je vous salue et je salue vos co-débatteurs, mon co-débatteur, parce que comme vous le savez, cette campagne est une campagne vraiment très compliquée dans la mesure où la situation est très morose, parce que comme vous le savez, faute d'argent, les graines sont achetées vraiment à des situations extrêmement difficiles. Des fois, on nous achète ça à 290, 275 des fois. Et pour avoir même le prix qui a été fixé, ça a été extrêmement difficile. Je pense que à l'état où nous vous parlons, au niveau de la Casamance, on nous appelle partout pour nous dire que nos graines ne sont pas vendues pour l'instant. Je pense que ceci est dû à cette formule qu'on avait eu à imposer, et nous avons eu à faire des remarques sur ça depuis très longtemps, parce que nous... C'est quoi la formule? La formule, c'était qu'à ce qu'on voulait protéger les industriels, mais nous, on était d'accord pour la protection des industriels, mais vu la situation, nous, ce que nous avions suggéré, c'était que la Sonacos avait des graines, et ces graines-là, ils devaient les utiliser, parce que c'est des graines de l'année dernière. Ils devaient les utiliser, et avec ces graines, peut-être donner un tout petit peu, s'ils ne pouvaient pas tout utiliser, donner à Copéol, qui est vraiment à l'état actuel, qui n'a pas acheté une seule graine. Et je pense qu'à ce niveau, la production de cette année-ci devait être ouverte à l'exportation, peut-être pour booster le prix d'achat des acheteurs. Et c'est ce qui était vraiment la bonne formule. Mais vu la réunion qui s'était passée, nous, quand on avait proposé cette situation, mais il y avait un lobby qui était là-bas, qui dégageait en toute cette situation. Et c'est ce qui a fait que le ministre qui n'avait pas voulu entendre. Et moi, au cours même de la réunion, je lui avais dit même qu'il y a les gens qui vont venir chez vous, qui vous diront que méfiez-vous de Cheikh Tidiane. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'à l'état où nous sommes tombés dans cette situation, et que vraiment, le monde rural, si on ne prend pas garde, vraiment avec cette situation, peut-être il y aura des répercussions, parce qu'avec le ramadan, vraiment les conditions sont difficiles. Il y a faute d'argent, ce qui s'est passé, on le comprend avec comment on appelle les problèmes financiers qui s'est passé dans ce pays-là avec la Cour des comptes. Il n'y a pas d'argent, et je pense que tout ça là répercute. Donc vous êtes en train, vous sentez un peu l'absence des Chinois sur le terrain? À coup sûr, parce qu'une seule entreprise est là, c'est la Sonacos, qui achète les graines, et que vraiment, avec la routine qu'il faut, les graines vont passer très lentement, mais aussi il y a faute d'argent, parce que des fois aussi, l'argent n'est pas aussi très régulier, et en plus, les abattages qu'ils posent au niveau des certains gars qui amènent les graines au niveau de l'usine posent des difficultés, et c'est ça qui fait que vraiment la situation est plombée partout. Et je pense que si on ne prend pas garde, comme je vous ai dit tantôt, les paysans, durant toute l'hiver, la saison sèche, peut-être il y aura des difficultés de nourriture. Et je pense que l'État doit vraiment, je ne sais pas par quelle alchimie, vraiment chercher de voir comment faut-il faire pour régler la situation du monde rural avec la difficulté. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, Président. Mokhtar Sall, journaliste spécialiste des questions agricoles. Vous avez entendu le président de l'association des producteurs du bassin arachidier qui, semble-t-il, s'alarme de la situation. Est-ce que vous avez fait le même constat? Non, mais le constat, c'est le même. Aujourd'hui, on sait que d'abord, le grand problème est lié aux ressources financières insuffisantes. Vous savez très bien que les opérateurs, cette année-ci, depuis 2021, n'ont pas été payés. Donc, tout dernièrement, le gouvernement a annoncé qu'on allait quand même les aider un peu avec un financement de 36 milliards, je pense. Donc, ils étaient là pour avoir des grains. Ils étaient dans l'impossibilité d'avoir des grains parce que tout simplement, il n'y avait pas de ressources financières. Voilà le problème. Hier, j'ai discuté, hier soir, avec le président de... Comment il s'appelle encore? De Arsène Momel, Bassir Ba. C'est qu'il me disait, voilà, il y a beaucoup de paysans, surtout dans la zone... est vers Nioro, derrière Kaolack, etc. Beaucoup de paysans ont leur graines en main, mais actuellement, ils ne voient pas d'acheteurs. Voilà le grand problème, parce que tout simplement, ceux qui achètent les graines
les opérateurs, actuellement, n'ont pas de moyens financiers pour aller chercher les graines. Ensuite, il y a également le problème de logistique. Les points de collecte, on ne les voit pas dans les zones lointaines vers Nioro, Kaffrine, etc. Ça manque partout. C'est une vieille logistique qui n'existe plus, il n'y a plus de criblage, etc. Donc les paysans, eux, ne peuvent plus même se déplacer pour aller vers des points de collecte ou bien aller à la Sonacos pour vendre leurs graines. Donc pour vous, Monsieur Sall, l'indisponibilité des ressources financières nécessaires aux opérateurs privés stockeurs freine à participer, donc à freiner un peu cet élan dans la collecte des graines. Mais non, c'est pas un peu, c'est beaucoup, c'est l'élément majeur, je vous l'ai dit tout de suite. C'est l'élément majeur s'il n'y a pas de financement. Mais la campagne ne peut pas évoluer, ce n'est pas possible. Ouais. Il faut qu'il y ait des financements. On a dit que l'État a donné ces derniers jours 36 milliards. Là, LBA peut-être va prendre une grande partie de ce financement-là. Quelques opérateurs vont prendre le reste maintenant. Bon, ils vont aller chercher la graine un peu et puis revenir. Mais bon, la campagne agricole également n'a pas donné de très bons résultats. Les prévisions tournent autour de 800 000 tonnes, 750 000 tonnes. C'est pas fameux. Vous voyez, derrière les autres, Julie, tout de suite, Sergent Cissé l'a dit, Copéol et autres ne font pas partie actuellement de cette campagne. Ils attendent, comme également les exportateurs, ils sont là. C'est eux-mêmes qui ont un peu sauvé la Sonacos parce qu'ils ont conclu un accord avec le ministère pour permettre à la Sonacos au moins d'avoir des graines. Jusqu'à présent, la Sonacos, je pense, son niveau de collecte tourne autour de 130 000 tonnes et quelques. Voilà, donc c'est pas fameux. C'est pas fameux pour un objectif de 300 000 tonnes. On ne voit pas de graines d'abord, parce que cette année-ci, tout le monde sait qu'il n'y a pas une bonne production, et les opérateurs qui essaient les graines n'ont pas d'argent. Voilà le véritable problème. Le problème de fond, c'est ça. D'accord. Si les Chinois ne viennent pas, comment devenir maintenant les producteurs? Les Chinois, quand même, ils donnaient un très bon prix, mais cette fois-ci, les exportateurs, on leur a dit de ne pas exporter la graine et d'attendre à court. Jusqu'à quand? Actuellement, nous sommes au mois de mars. Voilà, donc il faut sauver d'abord la Sonacos. C'est cette décision-là qu'a prise le gouvernement. Et pourtant, la Sonacos a annoncé que l'argent a été débloqué. Monsieur Sall, je reviens à vous tout à l'heure. Président Cheikh Tidiane Cissé, est-ce que le prix plancher a été bien respecté? Écoutez, moi je pense que ce que je vous ai dit tantôt, le prix plancher n'a pas été respecté, faute d'argent, parce que s'il n'y a pas d'argent, les gens vont faire l'ancien système, c'est-à-dire d'Imbapat, ils viennent pour dire qu'ils n'ont pas d'argent, et le paysan qui a besoin de satisfaire certains de ses besoins est obligé de vendre, mais à l'état où je vous parle, au niveau de la Casamance, les gens achètent au moment où je vous parle, 290, des fois 275, parce qu'ils n'ont pas d'acheteurs. Et moi je pense que pour ce qui va faire marcher l'agriculture, moi je pense qu'il faut une structuration. Et cette structuration, on a eu à faire des ébauches de propositions. Mais cette ébauche de propositions est en train d'être déroutée quelque part par certains lobbies. Et je pense que seul le ministre est capable de vraiment orienter la situation à une situation meilleure. Et si cette situation passe, je pense qu'on pourra vraiment avoir des résultats escomptés. Mais tant que cette situation est là, on aura toujours les mêmes effets qui vont créer les mêmes causes. Je pense que le problème qui se pose, il faut vraiment créer des coopératives communales. C'est à partir de ces coopératives communales qui vont faire des coopératives, des arrondissements, départements, régions, communes, nationales. Et à partir de cette structure nationale qui chapeaute toutes les coopératives, et à partir de là, l'État aura un interlocuteur valable. Et cet interlocuteur-là peut avoir toute la crédibilité avec tous les membres qui vont être dans cette coopérative, avec toute la caution solidaire, avec des milliards peut-être qui peut ramasser peut-être 50 milliards. Ces 50 milliards peuvent servir ça au niveau de la banque. Quand il demande 100 milliards, il faut avoir ça. Et à partir de là, peut-être même avec les comment on appelle, les magasins de témoins, même ces coopératives peuvent les piloter, tout en mettant tous les produits, oignons, pommes de terre, tout ça là, et peut-être avoir d'autres éléments qu'ils vont intégrer dedans et avoir des bons trucs, comment on appelle ça,
les magasins de témoins. Les magasins de témoins, d'accord. Mais la Sonacos, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, avait une prévision de 300 000 tonnes de graines. Et cet objectif est-il possible? Non, moi je pense que, comme l'a dit tantôt Matar, parce qu'ils ont dans les environs de 130 000 tonnes depuis 3 mois, et que la seule entreprise qui est là ne peut pas avoir 150 000 tonnes, je pense que d'abord, pour les prévisions qu'on avait eu à dire, les 750 000 tonnes, moi j'en doute même, et que par contre aussi, je pense que si on libérait un tout petit peu, peut-être la Sonacos n'aurait pas eu même 80 000 tonnes. Mais finalement, c'est seulement la Sonacos qui est sur le terrain, et s'il engrange 130 000 tonnes, peut-être avec ce qui va rester, est-ce qu'avec la consommation locale et les semences qui n'ont pas encore été achetées, est-ce qu'il pourra avoir 200 000 tonnes? Donc je suis sûr que les 300 000 tonnes ne seront pas atteintes. Et je pense que c'est dérisoire parce que pour cette présente campagne, si on estime avec tous les investissements qu'on a eu à faire et qu'on n'a pas 700 000 tonnes, c'est parce qu'il y a problème au niveau de l'agriculture, les semences font défaut, il y a énormément de choses qui font défaut. Je pense qu'on l'a toujours décrit au niveau des zones. Je pense que le ministre devait être beaucoup plus regardant, mais finalement, c'est un gars qui se recroqueville autour de lui-même. Il ne parle à personne. Je pense que l'État doit lui faire des instructions pour que vraiment il soit beaucoup plus regardant, pour vraiment orienter l'agriculture. D'accord. Merci beaucoup, cher Tidiane Cissé. On vous retrouve tout à l'heure dans le 13h. Mokhtar Sall, à l'heure actuelle, est-ce que c'est possible encore de rectifier? Mais il est possible de rectifier. Si vraiment il y a beaucoup de ressources financières suffisantes, là, il n'y a pas de problème. Les opérateurs savent où trouver les producteurs d'arachide. Je vous ai dit tout de suite que les producteurs au niveau de Nioro et dans d'autres localités, dans d'autres zones arachidières, ont leurs graines entre leurs mains. Mais ils ne voient pas les opérateurs qui doivent venir acheter la graine. C'est ça le gros problème d'abord, c'est un problème de financement. C'est vrai que la production n'est pas suffisante cette année-ci parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans les champs arachidiers. Mais quand même, s'il y a de l'argent, on peut espérer avoir quelque chose peut-être comme un peu plus de 200 000 tonnes parce qu'il y a un peu d'arachide dans certaines localités et les opérateurs savent où trouver l'arachide. Mais seulement les opérateurs eux-mêmes manquent d'argent. C'est ça le grand problème. C'est simple comme bonjour, c'est ça. Mais s'il y a de l'argent, bon, la campagne peut être relancée très rapidement et ils vont aller un peu partout au niveau des zones Kolda, Ziguinchor et dans le sud et au niveau de Kaolack. Et dans ces zones-là, bon, et puis prendre ce qu'il y a là-bas, la production n'est pas assez suffisante, mais quand même, il faut au moins approvisionner la Sonacos. Mais dans tout cela, quelle est la responsabilité de l'État? Mais écoutez, l'État également a trouvé ici une situation qui n'était pas vraiment bonne, quand on a des dettes qui, depuis 2021, 3 années, mais là également c'est une situation qui ne milite pas pour une bonne commercialisation. C'est pourquoi les opérateurs ont des problèmes actuellement. Bon, la Sonacos a fait même, je peux dire, un pas en essayant de donner des avances sur facture à certains opérateurs, mais il ne pouvait pas également sacrifier ce qu'il avait pour faire sa campagne. Donc, c'était pas suffisant. Je pense que ça tournait autour de 3 milliards qu'ils ont donné aux opérateurs pour les aider à relancer la campagne. Mais ce n'est pas suffisant pour une campagne. Une campagne, ça demande beaucoup d'argent. Je me souviens de l'ancien directeur général de la Sonacos, Abdoulaye Diop, qui est décédé, qui disait que si le Sénégal n'arrive pas au mois de janvier, comme d'habitude, à faire des levées de fonds sur le marché international, ce n'est pas la peine donc qu'on fasse une campagne de commercialisation qui nécessite des grandes sommes d'argent, des milliards et des milliards. C'est ça le grand problème. Ouais. En tout cas, le ministère et la Sonacos vont tirer donc les leçons de cette situation. Merci beaucoup, Mokhtar Sall, journaliste spécialiste des questions agricoles. Merci également à Cheikh Tidiane Cissé, le président de l'association des producteurs du bassin arachidier. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngo, mise en nom d'Abdoulaye Diop. Retour de l'info à 13h. Ce sera donc avec Eladji Ndiogou. Merci à Wambaï Mamastoukan du côté de la réalisation. Merci également à tous. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.